Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. Aujourd'hui, on va terminer notre petite série sur Descartes avant de découvrir de nouveaux penseurs de l'animalité. Les deux petits textes qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des échanges épistolaires entre Descartes et Henry More, surnommé Morus. Bon, vous connaissez déjà Descartes et son concept d'animal-machine. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo qu'on a fait à ce sujet juste ici. Maintenant, laissez-moi vous présenter Morus. Henry More, de son vrai nom, est un philosophe anglais de l'école des platoniciens de Cambridge. C'est un brillant penseur dont le travail influencera la philosophie naturelle de Newton. Pour ce qui est des relations avec Descartes, voici ce que le chercheur Jean-Louis Breteau dit de More. On distingue habituellement au moins 3 périodes dans l'évolution de sa pensée. Il accueillit d'abord avec enthousiasme la philosophie cartésienne, puis prit peu à peu ses distances avec elle pour finalement la critiquer ouvertement. En particulier dans son Enchiridium Metaphysicum en 1671. Pour l'heure, nous sommes en 1648 et Morus se permet déjà de belles critiques vis-à-vis du célèbre philosophe français. Je vous laisse découvrir la lettre de More et la réponse de Descartes en compagnie de 2 bébés basiliques. C'est dur à dire bébé basilic. Lettre à Descartes. De toutes vos opinions sur lesquelles je pense différemment que vous, je ne sens pas une plus grande révolte dans mon esprit, soit mollesse ou douceur du tempérament, que sur le sentiment meurtrier et barbare que vous avancez dans votre méthode, et par lequel vous arrachez la vie et le sentiment à tous les animaux. Ou plutôt, vous soutenez qu'ils n'en ont jamais joui, car vous ne sauriez souffrir qu'ils aient jamais vécu. Ici, les lumières pénétrantes de votre esprit ne me causent pas tant d'admiration que d'épouvante. Alarmé du destin des animaux, je considère moins en vous cette subtilité ingénieuse que ce fer cruel et tranchant dont vous paraissez armé pour ôter comme d'un seul coup la vie et le sentiment à tout ce qui est presque animé dans la nature et pour les métamorphoser en marbre et en machine. Les oiseaux qui peuvent chanter apporteraient-ils tant d'attention à écouter ce qu'on leur dit s'ils n'avaient ni sentiment ni réflexion? D'où pourrait venir, sans cela, cette finesse et cette sagacité des renards et des chiens? D'où vient que les menaces et les paroles répriment les bêtes lorsqu'elles donnent des marques de leur férocité? Pourquoi, lorsqu'un chien pressé par la faim a volé quelque chose, s'enfuit-il et se cache-t-il, comme sachant qu'il a mal fait, et marchant avec crainte et défiance, ne flatte personne en passant, mais se détournant de leur chemin, cherche la tête baissée un lieu écarté, usant d'une sage précaution pour ne pas être puni de son crime? Comment expliquer tout cela sans un sentiment antérieur? Le nombre infini de petits contes que l'on fait pour prouver qu'il y a de la raison dans les animaux ne doivent-ils pas du moins prouver qu'il y a en eux du sentiment et de la mémoire? Lettre à Morus. Quoique je regarde comme une chose démontrée qu'on ne saurait prouver qu'il y ait des pensées dans les bêtes, je ne crois pas qu'on puisse démontrer que le contraire ne soit pas. Parce que l'esprit humain ne peut pénétrer dans le cœur pour savoir ce qui s'y passe. Mais, en examinant ce qu'il y a de plus probable là-dessus, je ne vois aucune raison qui prouve que les bêtes pensent, si ce n'est qu'ayant des yeux, des oreilles, une langue et les autres organes, des sens tels que nous, il est vraisemblable qu'elles ont du sentiment comme nous. Mais il y en a d'autres plus fortes, et en plus grand nombre, pour le sentiment contraire, qui ne se présente pas si facilement à l'esprit de tout le monde, comme, par exemple, qu'il est plus probable de considérer que se meuvent comme des machines les vers de terre, les moucherons, les chenilles et le reste des animaux, que de leur donner une âme immortelle. Et cela d'abord parce qu'il est certain que, dans le corps des animaux, ainsi que dans les nôtres, il y a des os, des nerfs, des muscles, du sang, des esprits animaux et autres organes disposés de telle sorte qu'ils peuvent produire par eux-mêmes, sans le secours d'aucune pensée, tous les mouvements que nous observons dans les animaux. Ce qui paraît dans les mouvements convulsifs, lorsque, malgré l'âme même, la machine du corps se meut souvent avec plus de violence et en plus de différentes manières qu'il n'a coutume de le faire avec le secours de la volonté. Ensuite, parce qu'il est conforme à la raison que l'art imitant la nature, et les hommes pouvant construire divers automates, où il se trouve du mouvement sans aucune pensée, la nature puisse de son côté produire ces automates, et bien plus excellents. Ce que ceux qui viennent de main d'homme, surtout ne voyant aucune raison pour laquelle la pensée doive se trouver partout où nous voyons une conformation des membres telle que celle des animaux.
et qu'il est plus digne d'admiration de trouver une âme dans chaque corps humain que de n'en point trouver dans les bêtes. Mais la principale raison, selon moi, qui peut nous persuader que les bêtes sont privées de raison, est que, bien que parmi celles d'une même espèce les unes soient plus parfaites que les autres, comme dans les hommes, ce qui se remarque particulièrement dans les chevaux et dans les chiens, dont les uns ont plus de disposition que les autres à retenir ce qu'on leur apprend, et bien qu'elles nous fassent toutes connaître clairement leurs mouvements naturels de colère, de crainte, de faim, et d'autres semblables, ou par la voix, ou par d'autres mouvements du corps, on n'a point cependant encore observé qu'aucun animal fût parvenu à ce degré de perfection d'user d'un véritable langage, c'est-à-dire qui nous marquât par sa voix, ou par d'autres signes, quelque chose qui pût se rapporter plutôt à la seule pensée qu'à un mouvement naturel. Car la parole est l'unique signe et la seule marque assurée de la pensée cachée et renfermée dans le corps. Or, tous les hommes, les plus stupides et les plus insensés, ceux mêmes qui sont privés des organes, de la langue et de la parole, se servent de signes, au lieu que les bêtes ne font rien de semblable, ce que l'on peut prendre pour la véritable différence entre l'homme et la bête. Je passe, pour abréger, les autres raisons qui ôtent la pensée aux bêtes. Il faut pourtant remarquer que je parle de la pensée, non de la vie ou du sentiment, car je n'ôte la vie à aucun animal, ne la faisant consister que dans la seule chaleur du cœur. Je ne leur refuse pas même le sentiment, autant qu'il dépend des organes du corps. Ainsi, mon opinion n'est pas si cruelle aux animaux qu'elle est favorable aux hommes. Je dis à ceux qui ne sont point attachés aux rêveries de Pythagore, puisqu'elle les garantit du soupçon même de crime quand ils mangent ou tuent les animaux.